troisième table ronde sur les Generative Engine et le SEO, sur lesquels on va parler un petit peu de qu'est-ce que c'est ces Generative Engine, quelles sont les tendances dans les usages, un peu qu'est-ce qui va arriver, et surtout comment on se référence avec tout ça, parce que c'est des usages qui vont changer, c'est des nouveaux outils qu'on va apprendre à appréhender. Et donc je suis accompagné aujourd'hui de Thibaut et de Mathieu, que je vais vous laisser présenter aussi. Eh bien, je vais me présenter. Donc, bonjour à tous, donc, je suis Thibaut Gandon, je dirige l'agence Yatil, qui est une agence de conseil en gestion de la data et IA, et qui aide en fait le marketing des entreprises dans leur transition vers l'intelligence artificielle. Donc cette transition, elle peut se faire par de la formation à l'IA générative, par de l'acculturation des salariés aussi à toutes ces nouvelles technologies, mais ça passe aussi par la mise en place de solutions à des problèmes marketing qui sont, on va dire, assez courants au sein de services marketing, qui peuvent être de la gestion des stocks, de la prédiction des ventes, de la segmentation client ou de la création de personas. Pour tout ça, en fait, on va utiliser l'IA et plus spécifiquement le machine learning pour réussir à prédire des tendances. Et donc, moi, je suis Mathieu, donc je pense que je connais à peu près tout le monde dans la pièce. Donc, je vais passer rapidement sur ma présentation, mais plus dire comment on se connaît, c'est que j'ai une autre vie à côté, comme vous le savez. Je dirige un master en marketing digital à Toulouse, depuis maintenant une dizaine d'années, 9 ans. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, même avant, puisqu'il y avait le diplôme universitaire en web marketing depuis 2012, où j'ai rencontré Thibaut, et où tu es intervenu en fait, dans la formation, et puis après tu as fait une coupure, et puis tu es revenu récemment justement sur ce sujet de l'IA, parce qu'il fallait bien un nouveau module, parce que tout le monde l'attend. La Gen Z, c'est le sujet de la table ronde d'après. C'est les mots-clés qu'il faut dans la maquette pédagogique aujourd'hui, je pense, pour que ça fasse tilt, même si moi je suis persuadé, pour introduire un petit peu, c'est que l'IA, c'est pas juste une matière à part entière, c'est quelque chose qu'il faut distiller à tous les étages, à tous les niveaux, parce que c'est un outil formidable de productivité de plein de choses. Par contre, ce n'est pas forcément la solution à tout, mais ça, on va en parler. Je lance les sujets en même temps. Mais, donc, du coup, il vient dans le cadre d'un workshop pour justement leur donner des outils pour qu'ils les utilisent dans les autres modules de cours. C'est ça que je trouve intéressant. Et donc voilà, donc ça me paraissait intéressant qu'on puisse échanger tous les deux sur ça, parce qu'on va avoir deux approches peut-être différentes ou complémentaires, mais en tout cas, on va essayer de vous donner nos points de vue. C'est quoi les Generative Engine alors ? C'est pour toi. Alors les Generative Engine, donc je vais essayer de ne pas aller sur des termes très très techniques. Si je traduis Generative Engine de manière littérale, c'est un moteur génératif. Donc c'est quelque chose qui va permettre de générer du contenu. Ce contenu, il peut prendre la forme de texte, il peut prendre la forme d'images, de sons, de vidéos, ça peut être du code informatique, ça peut être des tableurs, ça peut même être des PowerPoint. Et donc pour réussir à générer ce contenu, ces interfaces en fait vont se baser sur ce qu'on appelle des LLM, et c'est le seul acronyme un peu compliqué, mais je pense que certains d'entre vous sont familiers de ce terme. Le LLM, c'est des Large Language Models, donc c'est des grands modèles de langage, c'est comme des énormes bibliothèques de savoir avec des milliards de contenus qui peuvent être texte, images, vidéos, etc. et sur lesquels ils se basent pour produire leurs réponses. Donc maintenant, si on se concentre un peu plus sur les outils de génération de texte, donc qui sont cités ici, il y a ChatGPT, il y a Gemini, il y en a plein d'autres, il y a aussi Perplexity, peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Si on se concentre un petit peu plus là-dessus, donc ces outils de génération de texte, en fait, on va avoir deux grandes familles. La première famille, on va dire, c'est le chatbot un petit peu simple, donc qui va se baser sur le LLM, donc qui va aller piocher sur tout un ensemble de ressources et de données. Sauf que ces données, en fait, elles sont figées dans le temps. C'est-à-dire que si moi, derrière, je veux poser une question à ChatGPT, donne-moi trois modèles de voitures électriques citadines intéressants, il va aller me fournir une réponse, mais sur toutes les données sur lesquelles il a été entraîné jusqu'en 2021.
Donc tous les modèles de voitures électriques qui sont sortis entre-temps, il ne va pas les prendre en compte. Donc on va avoir cette réponse. Et après, la deuxième, on va dire, grande famille, ça va être les chatbots qui vont faire le même travail, mais qui en même temps vont aller effectuer une petite requête sur Internet pour aller lire différentes sources sur les voitures électriques et qui va utiliser les réponses de ces sites pour fournir derrière sa réponse. Donc la réponse va utiliser les ressources du LLM, mais aussi les résultats des requêtes Internet. Il va citer ses sources, donc on va pouvoir voir, il s'est basé sur tel article pour dire que mon site, ce modèle de voiture électrique est intéressant, etc. Donc la grande question, je pense qui va animer un peu cette discussion, c'est derrière comment vous allez faire pour que votre site Internet, votre entreprise, votre marque, votre contenu soit utilisé par les chatbots comme ChatGPT ou Gemini ou d'autres dans la construction de la réponse. Et ça, c'est vraiment, je pense, l'enjeu clé parce que c'est pas encore... les gens utilisent encore aujourd'hui Google largement pour leurs requêtes. Je crois que c'est 90% de part de marché, quelque chose comme ça. Mais ChatGPT, c'est déjà 4% des requêtes aujourd'hui sur Internet. Justement. ChatGPT est un site très visité en 2024. À votre avis, savez-vous combien d'utilisateurs vont sur ChatGPT chaque semaine? On a été gentil, on vous a mis 3 propositions de réponse. C'est monde. La donnée, elle est monde, je crois. Dans le monde, ouais, elle est dans le monde. Ouais. Alors j'ai demandé à ChatGPT la réponse, il me l'a pas donnée. C'est confidentiel, il m'a dit. Mais il m'a mis des petits smileys quand même, il est gentil. Alors, qui vote pour 15 millions? Un vote ici. 120 millions. Un vote, 2 votes, 3. Oula. 200 millions. Et qui a voté 200 millions parce que c'était la dernière et qui s'est dit, bon, je vais voter pour la plus élevée, ça va être simplement ça. Voilà. Ah, c'était bien 200 millions. Je ne sais pas si vous voulez commenter un peu ça, mais... Ouais, peut-être sur l'IA, plus globalement, un truc qui est quand même à noter, et après, tu me diras ce que tu en penses, mais c'est vraiment pas nouveau, quoi. Moi, je me souviens, en 2008, 2008-2009, je bossais avec des boîtes qui travaillaient avec EDF pour automatiser leur chatbot avec des agents conversationnels. Se loger, traiter des lignes, 2 millions de lignes d'annonces immobilières tous les matins qui leur arrivaient, dans des formats très divers, variés et différents. Et c'était une IA entraînée avec du machine learning qui recatégorisait les annonces dans les bonnes données. Est-ce que c'est un appart à Paris 16e avec 3 pièces, 2 chambres, etc. C'était une IA. Hein. C'est pas quelque chose de nouveau. Oui. Si je repars un peu plus loin, 2012, Recaptcha. C'est magnifique. Vous savez, le truc où il faut sélectionner les passages piétons, les bus ou les bornes incendie, ou le vélo. J'adore le vélo. Celui-là, je me plante à chaque fois. C'est le but. Ou le scooter. Mais ça, c'était magique. Vous savez, je ne sais pas si vous savez pourquoi Google a fait ça. C'est pour entraîner, grâce à vous, grâce à nous, leur IA, notamment dans leur projet de voiture autonome. Ah oui, pour reconnaître le vélo, c'est pas mal. L'éviter. Donc, ils se sont dit, bon, on va utiliser notre audience, finalement, et puis on va leur mettre ça. Et puis, il y a eu d'autres formats, mais en tout cas, les chiffres, etc. Mais... Donc, l'IA a toujours été présente, s'est développée, et je trouve qu'il y a vraiment quelque part une rupture qui se passe avec ChatGPT. Je ne sais pas si on peut mettre ChatGPT sur ça, parce qu'à partir d'OpenAI qui a sorti sa première version, sur GPT-2, il me semble, qui est un langage, une version de LLM, en gros. Si je peux dire. Celle qui a été popularisée, c'était vraiment la version 3. Mais, ouais. Mais effectivement, oui. On a commencé les early adopters ou innovators plutôt en commençant par la GPT-2, GPT-3 early adopter, et puis après, ça a quand même, je ne sais pas si on peut dire qu'on a explosé encore sur le grand public, mais dans l'usage, mais force est de constater quand même qu'il est là avec 200 millions d'utilisateurs hebdo. Mais je trouve qu'il y a eu un déferlement quelque part très important dans les usages, parce qu'aujourd'hui,
même nous, en SEO, dans les outils qu'on utilise, il n'y a plus un outil où ils ne nous disent pas on a mis de l'IA dedans. C'est partout, C'est le nouveau tout le temps, keyword. avec plus ou moins de réussite. Mais moi, je donne un exemple d'un truc magique. On utilise Clap. Je ne sais pas si vous connaissez Clap. Clap.app, c'est un super truc. On a pris nos vidéos, parce qu'on avait fait la boîte à questions SEO, donc c'était des vidéos format 5-10 minutes. Et donc, on s'est dit, on va tester les shorts sur TikTok pour préparer la table ronde de Gen Z. Et donc, du coup, on a trouvé cet outil. C'est un outil. Il prend la vidéo YouTube, il la découpe en shorts, en découvrant, enfin, en identifiant tout seul les moments clés, un peu punchy, un peu dynamiques, où on peut lui mettre des réglages, il va tout seul générer les shorts. C'est quand même quelque chose de génial. Par exemple, Quentin me disait, bon, à la vidéo, on voit malheureusement un petit peu le bas là, de la lumière, mais c'est pas grave, il y a l'IA. Avec l'IA, on va régénérer le haut de la vidéo. C'est quand même génial. Donc c'est un champ des possibles, un champ des opportunités qui arrivent, et à partir de là, déjà, soit on est réfractaire, soit on y va, quoi, et on découvre, entre guillemets, sans faire n'importe quoi. Hein. On prend des précautions quand même, parce qu'il faut faire attention. Mais être réfractaire, je ne pense pas que ce soit la bonne solution, parce que je pense que l'IA s'installe petit à petit quand même globalement dans nos usages, parce qu'il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Et jusqu'où on va? Qu'est-ce qu'on en fait? Parlons-en après, quoi, mais je veux dire, il y a des cas. Google a réagi, on va en parler après. Des sites qui se sont mis un peu en autopilote avec l'IA. Bon, c'est carnage assuré, quoi. Bah justement, réaction de Google, les AI Overviews. Exactement. Donc, tu veux que j'y vais? Vas-y. AI Overview, donc c'est un module, on a fait un webinar le 31 octobre. Le lendemain, le 1er novembre, OpenAI lancé officiellement son moteur de recherche avec ChatGPT. C'était rigolo, mais vraiment le lendemain. AI Overview, c'est un peu la réponse de Google. C'est-à-dire que quand OpenAI a lancé ChatGPT, eux, ils se sont dit « Waouh !» Puisque Microsoft s'est positionné de suite, ils ont investi 12 milliards, ils ont mis sur la table, ils ont senti le truc, ils ont lancé Copilot de leur côté, donc l'intégration dans les résultats Bing des modules de recherche, enfin de réponses générées par l'IA. Effet de communication de dingue pour surfer sur l'effet de lancement de ChatGPT. Ils ont très bien joué, hein, parce qu'ils ont pris quelques points de part de marché quand même. Mais la guéguerre Microsoft Google existe depuis longtemps, à coup de procès au tribunal et à coup de com et de plans de com derrière. Et donc Google, ils ont contre-attaqué avec Bard. Flop total, hein, on va se le dire. Hein. Vous avez utilisé Bard? Ouais. ChatGPT, mais en version alpha. Bac à sable, quoi. Mais ils se sont plantés, ils ont dit c'est pas grave, on y va, il faut qu'on y aille, il faut qu'on rattrape le retard qu'on a pris, puisque Microsoft est en train de nous écraser avec ça, juste avec cet effet de com. Ils ont continué, ils ont progressé, ils ont dit on sort de GPT, on va utiliser notre propre langage finalement, Gemini, qui est arrivé. Ouais, lui finalement c'est toujours vrai, hein, globalement, c'est dans l'agent conversationnel, là, tu n'étais pas sur le module dans la page de résultats. Mais... donc Gemini, et avec Gemini, leur propre technologie de langage conversationnel, ils ont sorti AI Overview. D'abord en test, il fallait être aux États-Unis avec une adresse, un compte Google américain et inscrit sur la waiting list du lab de Google. Et si vous étiez accepté, vous pouviez l'utiliser. J'ai plus les dates en tête, mais début d'année, je crois, ils ont lancé officiellement aux US. Et là, ils ont lancé du coup au mois d'octobre sur 100 pays. Et sur les 100 pays, vous avez pratiquement toute l'Afrique, je crois, par exemple. Et vous avez, dans la zone élargie euro, on va dire, un pays, le UK. UK. Mais la France n'y est pas, comme tous les pays de la zone européenne. Voilà, et on en parle justement là. Pourquoi? À cause du DMA, Digital Marketing Act, qui quelque part protège. Le DMA fait qu'aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, quand je tape une adresse dans Google, avant, je cliquais sur ma carte et j'allais sur Google Maps. Je suis habitué, je fais mon itinéraire, c'est cool, ça marche bien. Et en plus, je le retrouve sur mon mobile, donc, parce que j'ai mon compte. Aujourd'hui, c'est plus possible. Quand on clique sur la carte, ça s'agrandit un peu. Et maintenant, on n'arrive plus sur Google Maps directement. Donc ça, c'est la volonté quand même de l'Europe de faire en sorte
de diminuer le monopole de Google, qui fait la promotion de ses propres produits à travers son moteur de recherche. Et grosse info aussi qui est tombée récemment, la juridiction américaine va retirer normalement à Google le monopole sur Chrome. Alors, c'est en cours, c'est le procès antitrust qui est donc même aux États-Unis, il y a ce procès antitrust, c'est pas le DMA, mais on sent que même sur le territoire américain, Google est un peu en danger dans le sens où, ok, on sait que tu as un carrefour d'audience énormissime, on donnait des statistiques tout à l'heure, je vais en donner d'autres, mais il faut que tu arrêtes de t'envoyer du trafic. Donne-en un peu aux autres, parce que dans la table ronde précédente, je ne sais pas si vous avez vu, on a commencé par une slide où il y avait un petit graphique à côté qui s'appelait le zéro clic. C'est-à-dire que le volume de clics sortant de google.com vers des sites externes baisse. C'est une tendance de fond sur 15 ans. Alors légèrement, mais ça baisse. Ce n'est pas une tendance qui monte. Pourquoi ? Parce que Google aussi fait la promotion de ses propres produits. Donc on essaie de le cadenasser et de l'empêcher un petit peu de faire ça. Et donc il y a ce procès qui est énormissime et qui peut tout changer, puisque aujourd'hui on reproche à Google de payer 27 milliards de dollars par an à Apple pour éviter qu'il lance son propre moteur de recherche. Cadeau. Tout sympa. Donc Apple dit OK. Si le procès antitrust arrive à... Ça fait 1 an qu'il est en cours, il y en a encore pour 1 an, je pense. Enfin, a priori, d'après ce qu'ils disent. Potentiellement, le partenariat pourrait être cassé, Apple pourrait être obligé de lancer son propre moteur de recherche. Donc ça pourrait changer un peu la donne aussi. Et pour revenir juste sur les chiffres de tout à l'heure, alors, ça fait pas mal d'utilisateurs. Effectivement, il y a Rand Fishkin, donc, qui est un influenceur un peu dans l'écosystème digital et plus spécifiquement dans le SEO. C'était le créateur de Moz, un des plus vieux outils SEO d'il y a 20 ans aux États-Unis, que beaucoup d'entre nous ont utilisé, enfin, en tout cas en SEO, qui a sorti avec sa nouvelle société SparkToro donc, cette étude. Il estime, d'après son enquête, que c'est 4% à peu près de part de marché de ChatGPT sur l'univers du moteur de recherche, donc de la recherche en ligne. Après, on n'a pas beaucoup d'autres chiffres. Non. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de recul. Quand on regarde le trafic de ChatGPT en septembre 2024, on est à 3 milliards d'utilisateurs, globalement, au monde. Quand on regarde la dernière stat que j'ai, c'est janvier 2024 de Google, on était à 88 milliards. Donc on a quand même encore... Et à ça, j'ajoute quel est le volume de clics sortants. C'est-à-dire quand je fais une requête dans Google, je suis habitué à cliquer sur un lien pour aller vers un site. C'est la promesse de Google initialement. Ce n'est pas forcément d'être l'unique réponse, c'est aussi de proposer l'accès à l'information de manière pertinente aux internautes. ChatGPT, ce n'est pas la même chose. C'est un agent, je discute, j'échange, et à travers ça, on va le voir après, j'aurai des liens qui vont être proposés. Et ce n'est pas le même usage, en fait. Non, ce n'est pas le même usage, et c'est pour ça que ça n'a pas vocation à remplacer entièrement Google. Mais par contre, ça peut être un substitut à pas mal de requêtes du quotidien qu'on peut effectuer. Mais justement, c'est quoi les enjeux et les opportunités par rapport à tout ça ? Paul, par exemple, il est en bas en train de boire du café, je crois. Paul, ça lui a bien servi pour monter en compétence en data. Tout à l'heure, à 18h, quand on pourra ouvrir les bouteilles de vin, vous verrez qu'on a le jeu SEO. Alors certains ont été là l'année dernière et y ont joué, donc je vous invite à challenger votre classement parce qu'il y a eu quelques joueurs en plus depuis. Mais c'est un jeu l'année dernière, on s'était lancé le défi avec Thomas, qui est notre lead dev, de créer un petit jeu vidéo SEO pour l'événement de décembre, 100% avec ChatGPT. Donc lui, il est dev. Je lui dis, tu ne codes pas. Tu ne fais que du prompt. Un peu galéré. Mais full JavaScript, tout le design, il a réussi à tout faire avec du prompt. Il a connecté ça à une base de données dans le cloud, en fait, gratuite même, il y en a. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais... Et c'est parti, on avait un jeu vidéo avec des joueurs. On reproduit la page de résultats de Google, vous avez des cartes à jouer, vous cliquez. Nous, on a sélectionné plus 3 places, moins 4 places, game over. Puis vous cliquez, tac, tac, et puis des fois, célébration, vous avez gagné. Puis des fois, ouh. Donc c'est assez magique. Donc, les opportunités. Les opportunités, alors c'est plus... c'est même un enjeu, en fait, c'est de se saisir du sujet parce que, alors ok, pour l'instant, c'est un volume de requêtes assez faible comparativement à Google, mais
malgré tout, si on y pense un petit peu, quand on a besoin d'une information, qu'on va rechercher cette information, et qu'on a le choix entre ouvrir mon navigateur sur Google Chrome, effectuer une requête, avoir des résultats qui apparaissent, cliquer, aller sur le site de l'entreprise, aller prendre connaissance de l'information, avec tout ce que ça implique entre sélection du site sur lequel je vais cliquer, les différentes publicités à droite à gauche qui s'affichent. Il faut un petit peu réussir à se sortir de tout ça. Et un outil comme ChatGPT ou Perplexity ou d'autres, où finalement vous avez juste à envoyer votre requête et vous avez une réponse qui est pré-mâchée avec des sources qui sont citées, etc. Qu'est-ce qui va se passer quand les utilisateurs vont se rendre compte que c'est peut-être l'interface elle est un peu plus accessible, un peu plus facile d'utilisation. On va avoir quand même de plus en plus, je pense, de volume de trafic sur des outils comme ChatGPT. Maintenant, voilà, ça ne veut pas dire, je pense que toi qui es dans le SEO, la mort de Google, on l'a annoncé tous les 6 mois peut-être. Mais c'est simplement que pour un certain nombre de requêtes, de besoins du quotidien, ces outils-là vont constituer des alternatives vraiment puissantes et crédibles. Ce qu'on pourrait dire aussi, parce que là on voit un screen, donc ChatGPT avec les liens qui s'affichent, donc les sources. Il faut savoir que déjà, oui, ok, ça existe aujourd'hui, c'est accessible à tous les utilisateurs de ChatGPT en premium. Donc il faut s'abonner. C'est pas très cher, mais il faut quand même s'abonner. Sur Google, c'est gratuit. Donc du coup, forcément, déjà l'accessibilité à cet outil-là est différent. Et après, je dirais aussi, AI Overview, c'est un petit peu différent. C'est comme copilote de Bing, parce que c'est l'intégration dans l'usage de Google de l'IA. Et là, on est sur quelque chose de différent. C'est-à-dire que AI Overview vient se placer sous la barre de résultats. Quand vous tapez votre requête dans Google, vous avez le module AI Overview et dessous, vous aurez les autres résultats. Alors, il y a des formats différents. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à voir le webinaire du 31 octobre. On en parle pendant un peu plus d'une heure, mais il y a des formats où il peut y avoir du SIA au-dessus. Il y a des formats, une fois, on a vu un SEO au-dessus. Il y a beaucoup de formats, plus de 99% du temps, où il y a le module de questions de Google qui est affiché juste dessous. Et puis le SEO vient après. Des fois, il y a les liens sponsors, puis après le SEO. Où globalement, il y a des cas où le premier résultat organique, il est relégué en dessous de la ligne de flottaison. Donc ça, forcément, en SEO, nous, ça nous alerte. Donc on a mené des études, on a regardé aussi toutes les études qui existaient pour essayer de mesurer l'impact et de monitorer entre le lancement du test à grandeur nature aux États-Unis et le déploiement d'octobre à 100 pays. On a remarqué que le taux d'apparition de ce module au tout début était d'à plus de 60% du temps des requêtes, quand aujourd'hui on est tombé à combien ? 12%, je crois. De 8 à 12% selon les études, ça diffère. Sur les sites qu'on a, nous, monitorés sur des domaines très différents, dans le transport, l'assurance, le voyage ou autre, on est plus du 3 à 6%, en gros. Donc il y a eu un effet d'annonce, comme Google voulait, et puis à un moment donné, rétropédalage, il y a des thématiques comme le YML, Your Money, Your Life, toutes les thématiques financières, où Google a dit « Oh, je sors un peu ». Puis il y a eu des couacs aussi. Parce qu'il y a cet enjeu aussi d'avoir des réponses qui soient assez fiables pour ne pas perdre la confiance des utilisateurs. Et ce qu'on constate aujourd'hui, là, il y a des études encore récemment qui sont sorties, c'est que les réponses ne sont pas ultra fiables, qu'il y a encore beaucoup d'erreurs sur ce qui est fait. Et même quand vous utilisez un outil comme Perplexity, qui est assez avancé à ce niveau-là, qui donne donc des réponses sourcées, je crois qu'ils ont constaté entre 30 et 50% de la réponse qui est générée n'est basée sur aucune source en fait. Vous avez une partie de la réponse qui est basée sur des sources, donc très bien, vous cliquez dessus, vous voyez à quoi ça correspond, mais il y a une autre partie qui est générée qui correspond au LLM qui est utilisé, au savoir qui est emmagasiné. Donc vous n'avez pas moyen d'être 100% certain de la qualité de la réponse. Et ça, c'est un gros problème qui, à mon avis, va freiner un petit peu ce développement. Tout à fait. Mais comme tu disais, plutôt la slide d'avant, Quentin, je suis encore là. Comme tu disais, il y a quand même un usage. Parce qu'on regarde, en gros, avant l'été, au juillet, je crois, ChatGPT, selon SimilarWeb, a envoyé 15 millions de clics sortant vers des sites.
En septembre, il était à 45 millions. Il n'avait pas encore lancé le search. Donc, ça augmente. Il y a un usage, peut-être pour certains types de personas, certains utilisateurs, certaines requêtes. Je sais que l'univers des développeurs, les développeurs utilisent ChatGPT beaucoup pour débugger, par exemple. C'est un outil magnifique. Donc, du coup, pour ces gens-là, ça peut être intéressant. Mais peut-être pas pour tout. Et puis après, on le verra dans la table ronde qui suit. Je pense qu'il y a des sujets où l'influence sur les réseaux sociaux, sur TikTok, des influenceurs ou des producteurs de contenu peut jouer un rôle dans notre mode de recherche, typiquement sur des recettes de cuisine ou des choix de restaurant. Je ne vais pas spoiler, mais on peut potentiellement, pas forcément quitter Google pour aller sur ChatGPT, mais potentiellement switcher de Google à un moment donné pour aller sur Instagram pour chercher une recette de cuisine pour des pâtes à la carbo, parce qu'on est plus attiré par le visuel ou l'influenceur que le contenu texte. Donc il y a des petites différences. Après, je dirais autre chose aussi, sur la partie création de contenu et la question de la productivité. C'est quand même un sujet qui nous intéresse, qui intéresse tout le monde, puisque quand même, alors moi dans ma sphère, dans mon écosystème SEO, entre guillemets, ça fait globalement 2 ans que j'entends dire on va remplacer les rédacs. Mais vous ne prenez pas la tête, il y a ChatGPT pour rédiger. Et même à la fac, les élèves, je leur dis à tous, attention, on a des logiciels pour déceler l'IA. Bon, en fait, on n'en a pas. Il ne faut pas qu'ils voient le replay. Mais par contre, moi, je sais le voir. Et j'en ai eu un l'année dernière. Donc le pauvre, il est passé en septembre. Mais il avait fait toute une partie avec ChatGPT. Et il m'a dit oui, je ne peux pas vous dire le contraire. Ça se voit, ça se lit, ça c'est pas humain. À un moment donné, c'est compliqué. Je pense qu'à jouer avec les règles, à un moment donné, on peut se brûler les ailes. Google n'a pas attendu. Google a intégré l'IA dès 2015 dans ses algorithmes pour pouvoir mieux comprendre les intentions de recherche derrière les requêtes et pouvoir mieux classer les résultats. Il est passé par plein d'étapes. Il est passé par des étapes aussi bêtes que quelqu'un qui voyage du Brésil vers New York et qui demande un visa, avant, il pouvait inverser, c'est-à-dire qu'il pouvait mettre l'ambassade des États-Unis pour l'américain au lieu de l'ambassade du Brésil avec des infos pour aller au Brésil. Bref, il ne savait pas faire forcément dans quel sens je dois aller. Donc c'est assez récent tout ça. Ça fait quelques années. Et donc du coup, Google accélère, mais sa mission reste la même, sa politique reste la même. Et donc du coup, il arrive avec le Helpful Content Update. Il y a quoi, maintenant 2 ans à peu près qu'il a commencé son déploiement. Et par étapes, il y va, il continue. Et là cet été, il nous a fait un pur bonheur. En général, le mois d'août, il adore nous embêter. Alors là, juillet-août, c'était génialissime. Et il n'y a pas eu que ça. Mais ça fait 2 ans que sa bataille première, c'est de faire le tri. Parce qu'il y a eu 5 fois plus de production de contenu depuis que ChatGPT existe. Mais le problème, c'est que ces contenus en plus, ils sont généralement mauvais. Ou des copycats de ce qui existe, sans rien d'humain ou sans pertinence. Et donc du coup, aujourd'hui, en tout cas, nous, on se pose la question de dire, attends, pourquoi on veut un contenu de 1200 mots et pas 1400 ? Est-ce que le nombre de mots, finalement, reste encore pertinent ? Parce qu'on est habitué à avoir ce schéma de plus il y a de mots, plus c'est complexe. Et finalement, pas forcément. En tout cas, ça fait vraiment qu'on y réfléchit. Parce que tu peux passer beaucoup de temps pour faire un contenu finalement de 400 ou 500 mots, mais qui marchera aujourd'hui en SEO beaucoup mieux. Quand tu tapes, je te donne un exemple tout bête, simulation prix immobilier, tu peux avoir des gens qui remontent en première page de Google, ils ont juste un simulateur. Pas de texte. Donc, il y a ça nous oblige finalement dans notre métier à repenser certains modes opératoires qu'on avait et se dire où est la qualité. Et la qualité, ça nous ramène toujours à la même chose. On doit satisfaire l'intention de recherche. Alors ça, tout le monde le dit sur LinkedIn. Mais qui le fait ? Et moi, ce que je dis souvent à l'équipe, c'est mais est-ce que vous voudriez lire ce contenu ? Vous aurez vraiment envie de le lire ? Mais je te mets au défi. Lis-le. On le lit ensemble. Allez. Et là, on sent... en fait, c'est un peu long. Ouais, parce que tu sais ce que tu veux, en fait. Eh bien, on va raccourcir, puis on va aller droit au but.
Puis il y a des astuces, il y a des choses. Ce n'est pas forcément la longueur du contenu. Et c'est peut-être dans la manière d'introduire. Voilà. Je vais avancer un peu. Oui. Parce qu'on a encore beaucoup de questions. Ouais. Et la Gen Z n'a pas le temps. En tout cas, c'est super positif parce que ça nous oblige à être encore plus quali. Ouais, c'est Oui, vrai. oui. Mais on a abordé ça, oui. juste un tout petit peu le sujet tout à l'heure sur comment les IA se nourrissent de ce contenu, en fait. Enfin, comment elles se nourrissent en contenu. Thibaut, je ne sais pas si tu veux enchaîner là-dessus. Tu avais touché un peu du doigt certains trucs, les crawls de certains sites et tout ça. Oui. Bah, en fait, comment elles se nourrissent en contenu à la manière des robots Google qui vont scanner vos sites, vous avez des robots de LLM qui vont aussi aller scanner vos sites et récupérer le contenu. Donc la question se pose, il y en a qui ont pris cette décision de dire non, on ne veut pas que ChatGPT aille voir le contenu de votre site internet. Pour moi, c'est une erreur, enfin c'est anti-marketing au possible. Parce que ça reviendrait à dire, je sais pas, vous avez une chambre d'hôte, vous la mettez sur Booking et vous dites ah non, je ne veux pas la mettre sur Airbnb. Voilà, enfin, pour moi, c'est un petit peu la même chose. Pour moi, c'est évident qu'il faut laisser les bots de LLM pouvoir scanner votre site pour que derrière, il y ait une possibilité que vous soyez visible et que vous apparaissiez dans les résultats des requêtes. Alors comment aussi optimiser ça? Alors il y a plusieurs... en fait, on est sur une science qui est... Enfin, une pratique qui est totalement... qui est nouvelle là aujourd'hui, c'est comment on va optimiser notre site internet pour qu'il plaise à des humains qui font une requête, pour qu'il plaise à Google et pour qu'il plaise aussi à des LLM. Et pour l'instant, on n'a pas encore de recettes magiques, on n'a que des conseils, des petites astuces qui peuvent être appliquées. Alors, déjà, il y a une suggestion qui est en train un petit peu d'essaimer, qui est de dire, maintenant sur un site internet, tout comme on va avoir un fichier robot.txt qui donne les instructions à Google, on va créer un fichier llm.txt qui va donner toutes les informations de base sur qui on est, sur ce qu'on vend, sur ce qu'on propose aux bots des LLM. Donc ça, c'est une option qui est actuellement explorée, qui peut, je pense, être intéressante. Et après, il y a le fait aussi de se dire qu'on va optimiser un petit peu notre contenu tout en ayant ce besoin de qualité, mais on va produire des contenus qui soient assez, on va dire, un petit peu concis, très structurés, assez dans la clarté également. Pas forcément tous les contenus, mais une partie de ces contenus. Par exemple, vous allez pouvoir avoir envie d'avoir un communiqué de presse peut-être disponible sur votre site internet. Alors là, je parle déjà un petit peu des solutions, mais un communiqué de presse, pourquoi un communiqué de presse? Parce que ça présente votre entreprise, ça présente votre activité, ça va à l'essentiel, ça utilise des mots très clairs. C'est un contenu qui est bien structuré pour des LLM. Donc, on peut avoir comme ça plein de petites astuces qui peuvent permettre d'optimiser la visibilité par les IA. Ouais. Et c'est une remarque intéressante, c'est que je ne sais pas, moi, tu vois, si encore c'est vraiment... s'il y a des cas qui existent où il faut bloquer les LLM ou pas. Mais je donne un exemple tout bête d'un monument connu à Paris. Où sur ChatGPT, quand on demande c'est quoi les tarifs pour visiter ce monument, il nous donne des vieux tarifs. Et quand on clique, puisqu'il cite, du coup, avec la source, on arrive sur le site internet avec d'autres tarifs. Moi, je suis internaute, si je suis passé par ce parcours-là, j'ai une forme de déception. Forcément, c'est plus cher sur les nouveaux tarifs. Donc, c'est une forme de déception. Donc, c'est un premier élément qui me porte à croire que, en tout cas, il n'y a pas forcément d'intérêt. Surtout que il y a tout un... Je crois qu'il y a deux manières. On peut bloquer le contenu ou alors on peut bloquer l'apparition des liens. Mais on n'est pas obligé forcément de bloquer l'accès au site. Enfin, en tout cas, il y a un choix à faire. En fait, j'ai l'impression que tu as plus de risques à bloquer l'IA. Et du coup, en fait, tu as à la subir, en fait, plutôt que de te dire, non, vas-y, explore mes contenus. Ça évite que tu racontes n'importe quoi, en fait, à ceux qui utilisent de plus en plus l'IA, en fait. J'ai l'impression qu'il y a cette vision-là, en fait. Si tu dis non, je bloque tout, mais que tu as le risque derrière qu'en fait, l'IA raconte n'importe quoi sur toi, parce qu'elle a des données issues de LLM, mais qui ont 5 ans. Qui sont datées, oui. Et après, tu as la question aussi de à qui l'internaute va accorder sa confiance, tu vois. Est-ce qu'il fera l'effort d'aller vérifier son information? Pas toujours. Voilà, c'est ça.
ce qui est sûr aussi, c'est que ça, on pourra en reparler de la manière d'être cité dans AI Overview ou dans les autres modules. Il y a quand même on a des repères aujourd'hui pour en parler. Mais là, par rapport à ce dont on parle là, d'où vient le contenu s'il ne vient pas de chez moi? Il vient de fournisseurs de contenu. Alors Google, il a ses bases de données. Il a le Knowledge Graph, une espèce de base de données avec les personnes, les lieux, historiques, où il y a beaucoup de choses. Il a ses bases de données en interne, il a Google Maps, ses produits qui cumulent de la data. C'est quand même pas mal. Bing a des choses aussi de son côté. Bing, c'est ChatGPT. Microsoft, c'est Gemini et donc AI Overview. Ils ont leur base, mais ça ne suffit pas. Et donc, du coup, c'est la guerre du partenariat du contenu. Donc, on a d'un côté Microsoft qui est arrivé à coup de centaines, dizaines de millions, je ne sais plus, avec Reddit. Donc, surtout aux États-Unis, Reddit, trafic monstrueux. C'est le plus gros forum aux États-Unis. Ils ont fait un accord d'exclusivité avec Reddit. Donc, Reddit va fournir les contenus à l'IA de Google, mais pas celle de Microsoft et d'OpenAI, donc du ChatGPT. De l'autre côté, lemonde.fr a fait un partenariat avec ChatGPT. Exclu. Et là, il y a plein de partenariats qui se mettent en place. Et c'est assez inédit, parce qu'on n'a jamais connu ça. Et Le Monde ne fournit pas ses contenus à Google. Ah oui. Parce qu'il y a le Digital Marketing Act en fait, qui protège ça. C'est Oui. même le droit de la presse. En fait, en France, ils sont doublement embêtés, si tu veux, parce qu'il y a le DMA, il y a le droit voisin. Le droit voisin de la presse qui... Google verse de l'argent en plus, je crois. Ben oui, il paye Google. Mais en même temps, la presse, il ne se laisse pas faire en France. Donc, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il est embêté. Donc, il y a ce truc-là de dire... ça veut dire que si moi, je ne donne pas les bons contenus et que c'est un autre fournisseur de contenu qui va donner les siens, ça peut être vite le bazar. En fait, vers quoi on va le voir. Mais il y a quelque chose qui est en train de se jouer, quoi. C'est une forme de question qu'on ne s'était jamais posée, finalement, avant sur les plateformes. Je fais un petit aparté, je ne sais pas ce que tu en penses, mais est-ce que ça vous paraît normal que finalement Google ou ChatGPT fournissent une réponse à une requête en exploitant le travail d'autres éditeurs de contenu qui se fassent de l'argent grâce à ce travail et qui ne rémunèrent pas les éditeurs de contenu sur lesquels il s'est basé pour construire sa réponse? Je trouve que c'est... Ouais. Il y a un problème à ce niveau-là. Ouais, alors de l'autre côté, c'est un sujet qui est intéressant. Il y a plusieurs formes finalement de rétribution. Aujourd'hui, Google, ça fait 20 ans qu'on crée des pages et qu'on fait du contenu pour avoir du trafic. Et c'est via ce trafic qu'on va le convertir pour avoir des ventes et gagner de l'argent. Mais si ta réponse est faite pour ne pas avoir de trafic, parce que AI Overview, elle est censée te fournir une réponse assez complète pour que tu n'aies pas besoin d'aller sur le site internet. Alors ça, il y a d'autres formes potentielles. Alors, j'ai pas la réponse, hein. Spoiler. Et il y a d'autres formes. On n'aura pas le temps non plus d'avoir la réponse. Je suis désolé. Hein. Mais il y a un gros problème. Ouais, bien dit. Voilà. Voilà, bien résumé le truc. Non, mais effectivement, il y a des modèles de monétisation. Juste pour dire, par contre, c'est intéressant, Perplexity, ça y est, a lancé le sponsoring de sujets. Et donc, du coup, maintenant, il y a des annonceurs qui peuvent payer de la publicité à Perplexity pour sponsoriser des sujets. Si je tape comment faire des synergies SEO-SIA avec de la data grâce au conseil de Paul et Mintou, eh bien, je vais avoir des liens avec sponsorisé, IFEN qui va avec un article et qui va payer Perplexity et pourra potentiellement du coup rétribuer les sources de contenu, pourquoi pas. On peut même faire du shopping instantané maintenant. Oui, depuis peu. Tout à fait. Non, mais c'est très vaste. Je vois le temps qui tourne, donc on est obligé de stopper. Non, mais t'as raison. Il y a peut-être juste une petite dernière question qu'on peut juste traiter, parce que je pense que le sujet intéressant, c'est comment on mesure cette visibilité aujourd'hui. Moi, j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps, on m'a posé la question est-ce qu'il y a du trafic qui revient vers mon site? C'était pas sur Google Analytics, c'était sur Matomo, et en effet, ça remonte bien dans les sites référents, en fait. Alors, c'est pas un canal du coup d'acquisition à part entière. Après, c'est de la configuration de vos outils de suivi de tracking, mais pour l'instant, c'est des domaines référents. Donc, il est encore un peu mélangé à tout le reste. Ça évoluera après, je pense, par la suite. Mais je sais pas si vous voulez après ajouter quelque chose dessus, mais. Non, mais je crois qu'ils fournissent effectivement maintenant une balise UTM qui te permet d'avoir la source. Il y a un user agent en fait qui est identifié. Ouais,
Et ça, c'est Wild Reynolds, c'est le fondateur de Sear Interactive, une très belle agence ici aux États-Unis, qui est assez actif sur le sujet. Parce que maintenant, il est VP Innovation de Sear. En fait, il est tous les jours sur LinkedIn à poster des news, il fait des tests, mais vraiment, pour le coup, intéressant. Et là, il faisait un test sur 10 000 mots. En fait, il a interrogé ChatGPT et il a regardé finalement le taux d'apparition de sa marque dedans, dans les réponses. Et je trouvais que la méthodologie, c'est une des rares que j'ai vues qui peut être intéressante, mais nous, on l'avait déjà essayé. Et le problème qu'on a à ça, c'est que, et c'est en même temps la magie de l'IA, et le problème pour nous en data, c'est que l'intérêt du LLM, c'est de lui donner un contexte. C'est en fonction du contexte qu'on va avoir une réponse. Tout part du contexte et de la manière dont je vais l'interroger, le prompt. Et donc, dans Google aussi, c'est mon parcours, mes sessions, mais c'est la magie aussi du SEO, c'est le fait qu'on construise une relation avec un internaute au fur et à mesure des requêtes, du haut de tunnel vers le bas de tunnel, et qu'à chaque fois, si on arrive à le faire revenir chez nous et qu'il est content, Google va nous mettre numéro 1 sur la requête à la fin, pour cet internaute, ou en tout cas dans les top positions. Là, c'est un peu pareil, quoi. Il se nourrit de ce contexte, finalement, pour nous donner une réponse. Donc, en fait, lui, avec ses 10 000 requêtes, je fais la même chose de mon côté, j'aurais peut-être pas les mêmes résultats. Du coup, complexité, parce que c'est une boîte noire, on n'a pas accès aux data. Pour aller overview de Google, pour l'instant, donc on a un outil, la Google Search Console, dans laquelle on peut voir les clics, les affichages dans Google et les clics générés vers notre site Internet. Google s'amuse régulièrement, tous les 5 à 10 ans, il nous coupe de la donnée. Ça, c'est son kiff. Mais là, sur ça, c'est simple, il n'y a pas de filtre pour différencier les statistiques. Ça veut dire que si on est affiché dans le module IA Overview, où on a un clic depuis la citation de notre lien dans IA Overview ou depuis un lien à SEO classique, c'est pareil pour Google. On ne pourra pas différencier. Peut-être qu'un jour ça arrivera, mais pour l'instant, on ne peut pas différencier. Ça va être compliqué. Voilà. Je propose d'arrêter là parce qu'après il y a d'autres sujets, mais bon, on n'aura pas le temps, je pense, de traiter et peut-être laisser, vous laisser poser des questions si vous en avez sur ces sujets-là. J'ai pas compris là ce que tu montrais, Quentin, sur le tracking. C'est le tracking de quoi? Des visites depuis ChatGPT sur un site, ou c'est uniquement sur les citations? Non, c'était en fait en gros quel est le trafic qui provenait vers mon site depuis les moteurs IA en fait. Donc du coup en fait là sur Matomo je voyais très bien remonter du coup en domaine référent. Je sais plus ce que c'était ChatGPT. OpenAI.ai, je sais plus ce que c'est pour ChatGPT, je sais plus ce que c'était, mais j'avais bien perplexity.com et il y avait Copilot aussi un petit peu. ChatGPT pour le coup et Perplexity dans la répartition des données que j'avais était à peu près similaire. Copilot était vraiment plus bas quand même, mais oui, c'est bien du coup le trafic en provenance des domaines référents. Ouais. Et aujourd'hui, on avait compris que la fiabilité c'était un sujet. Aujourd'hui, qu'est-ce qui, comme sujet, comme type de question, est fiable à date et qu'est-ce qui ne l'est pas du tout et qu'est-ce qui le deviendra peut-être du coup, mais comment aujourd'hui on peut catégoriser un peu. Qu'est-ce que tu entends par type de question? Comment on fait pour être crédible? Non, tu disais par exemple, j'imagine que si on pose une question sur une recette de cuisine, il va nous donner quelque chose d'assez simple. Il y a d'autres choses, il va dire peut-être plus de bêtises ou d'approximations. Est-ce qu'aujourd'hui on sait catégoriser justement les choses où c'est fiable parce que... Alors, moi j'ai plus l'impression... Enfin, je te laisse... je ne sais pas si tu as... Oui, bon. Vas-y. Globalement, il n'y a pas une catégorie qui est préservée d'hallucinations possibles. Donc ça, c'est clair. Ce qu'on recommande globalement, c'est que si vous n'êtes pas expert sur un sujet et que vous faites une requête, il y a plus de risques parce que vous n'allez pas voir l'hallucination, vous n'allez pas être en capacité de voir qu'il y a une erreur à un moment. Donc il vaut mieux être sur des sujets où on a un minimum de maîtrise et où on puisse aller aussi vérifier ce que disent les sources également. Et globalement, sur tout ce qui est sujet d'actualité chaude, là, ils ne sont pas encore... Ouais, il y a quand même quelques thématiques, notamment la santé. Ouais, la santé. L'argent, le légal. Des trucs touchy, comme ça, il va faire un peu attention. Parce que c'est vrai qu'au début, à Overview, il a quand même conseillé aux femmes enceintes de fumer 2-3 cigarettes par jour. Hein. Mais c'est ce que disent les médecins, selon notre IA. Ouais. Et donc la communication de la responsable chez Google a été de dire les internautes ont vraiment des questions farfelues des fois. Ils font tout pour piéger notre IA. Voilà. Donc voilà. Après, c'était quoi? C'était la glu dans la pizza.
Bon, il y a eu quelques petits trucs comme ça, mais c'était plus de l'ordre de l'erreur. Mais du coup, ça soulève plus il y a certaines thématiques plus touchy où il va faire plus attention. Certaines autres thématiques, planter des tomates dans un jardin, il va plus y aller, quoi. Mais il y a quand même un élément central, et nous qui existe en SEO depuis, je le recommandais déjà il y a plus de 10 ans, et de travailler l'authorship. L'authorship d'un contenu, c'est qui l'a écrit ou qui vient attester de l'expertise du contenu. Aujourd'hui, ça prend un sens de dingue. Alors, soit tu as une marque ultra puissante qui vient finalement légitimer de manière extrêmement forte, et globalement, tu n'as pas trop de problèmes à te poser. C'est pas... La puissance de la marque en SEO, c'est toujours un asset formidable. On adore ça. Soit sinon, il faut travailler ton authorship. Et on voit, nous, on commence à voir émerger sur des contenus déjà depuis longtemps à l'étranger, aux États-Unis, mais en France, des personnes qui sont aussi payées pour venir apporter du crédit ou une expertise à un contenu. Un universitaire, sur un site sur lequel on a bossé, a été rémunéré sur un forfait annuel pour venir expertiser, dire fact-checking d'un contenu sur un site. Super. Ça nous permet de monter le footprint social, finalement, de l'auteur ou de l'expert qui est cité. Là, ça prend tout son sens. Et Google a une longueur d'avance là-dessus par rapport à d'autres, c'est Google Scholar. Google Scholar, c'est une mine d'informations, mais que Google a, lui, en stock. Et donc, en fait, l'autorité de certaines choses, il est capable de le mesurer. Un nom, un prénom de quelqu'un de connu dans son domaine, grâce à Google Scholar et puis les études universitaires que la personne va publier, il est capable de le comprendre. Je rappelle, c'était quand même la thèse de Larry Page, qui est l'un des deux cofondateurs de Google, en 1997. Et il était en train de soutenir sa thèse, et juste après, il lançait Google. Et dans sa thèse, c'était comment je modélise l'influence, la puissance de l'influence d'un universitaire chercheur en fonction de comment les autres chercheurs de l'université le citent dans leur revue, dans leur parution. Et après, il s'est dit, je devrais faire pareil avec les liens entre les pages sur Internet. Et après, il s'est dit, on devrait faire pareil entre les auteurs. Et là, on part sur une autre table ronde. L'histoire du SEO de 1994 à aujourd'hui. Ah ouais, l'histoire de Google, elle est pas mal. Non, mais du coup, on va stopper là, parce qu'après, sinon, on va prendre trop de retard. Ouais. Donc, Merci beaucoup. N'hésitez pas à aller...